On va démarrer avec un premier sujet, c'est l'énième procès d'Éric Zemmour. Cette fois-ci, après ses propos sur les mineurs, migrants isolés, quelques éléments d'explication en images. Éric Zemmour est jugé ce mercredi par le parquet de Paris pour complicité de provocation à la haine raciale et d'injures raciales. En cause, ses propos sur les migrants mineurs prononcés en 2020 sur la chaîne de télévision CNews. Des mineurs isolés que l'éditorialiste polémiste d'extrême droite avait qualifié sans nuance de voleurs, d'assassins et de violeurs. Récidiviste, puisque déjà condamné à 2 reprises pour provocation à la haine, doit-on lui interdire de se présenter à la présidentielle? Des élus sont en tout cas favorables à une inéligibilité pour des personnes condamnées pour racisme. Et on va peut-être démarrer ce débat avec Hugo Carlos, parce que votre candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, est favorable effectivement à un projet de loi. En tout cas, il est prêt à proposer quelque chose début décembre à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, c'est-à-dire la possibilité de rendre inéligible toute personne condamnée pour provocation à la haine raciale. Vous partagez l'analyse de Fabien Roussel? Oui, je soutiens la proposition de Fabien Roussel qui a été déposée par les députés communistes à l'Assemblée nationale et qui va être, dans le cadre de la niche parlementaire des députés communistes, proposée. Car le racisme, c'est pas quelque chose d'anodin dans notre société aujourd'hui. Et on voit une montée des idées d'extrême droite comme jamais, du RN, du Front National, en passant par Éric Zemmour jusqu'à certains LR. Et ça pose de vraies questions et de vrais problèmes. Car je voudrais rappeler par qui est soutenu Éric Zemmour, et il faut le dire, il est soutenu par des mouvements d'extrême droite extrêmement puissants, des mouvements néofascistes, suprémacistes blancs. Il est soutenu par Renaud Camus, qui est le théoricien du grand remplacement, dont s'est réclamé le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a entraîné la mort de 49 personnes. Il s'exprime aussi sur la Seconde Guerre mondiale, il souille la mémoire des déportés, il souille la mémoire de millions de juifs qui ont été déportés dans les camps de concentration et qui ne sont jamais revenus, mais aussi tout le travail de mémoire qui a été mené par la suite. Ça va créer un précédent. Si aujourd'hui on dit pour se présenter à l'élection présidentielle, il ne faut pas avoir été condamné pour cette raison-là, ça veut dire que demain on pourrait imaginer que pour d'autres raisons, on pourrait interdire à des candidats de se présenter, non? Il y a déjà des lois sur la liberté d'expression. La loi Guesso, c'est une loi qui aujourd'hui lutte contre le négationnisme. Il y a d'autres lois qui existent. Ce n'est pas une rupture dans le droit français, au contraire, c'est aller plus loin que la loi Guesso, c'est la renforcer. Et dans la période actuelle, c'est pas anodin. Nous vivons une montée, moi je le vois quotidiennement autour de moi, une montée des actes racistes, une montée des actes antisémites. Dans ma fac, on se met à remettre en cause la Shoah. J'entends des camarades qui parlent de ça. C'est pas anodin. Et toute cette parole qui se libère... Mais c'est pas nouveau. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour apologie de crimes de guerre. Quand il parle des chambres à gaz et qui lui dit que c'est un détail de l'histoire, il a été condamné. Ça n'a pas empêché qu'il soit à l'élection présidentielle et qu'il aille au second tour. Donc pourquoi les communistes, entre guillemets, se réveillent maintenant On ne s'est pas réveillé. La loi Guesso date de plus de 30 ans. Et c'est un combat permanent qui a été mené. Et enfin, il faut mesurer dans le pays dans lequel on est. Il y a 2 candidats qui font 20%. Moi, je suis pour qu'il y ait des candidats qui se présentent et de toutes les opinions. Mais des candidats qui mettent au banc de la société des populations, car quand on désigne ces populations, on encourage les mouvements d'extrême droite qui après sur le terrain mènent des actes de violence. Il y a des mosquées qui sont attaquées, il y a des choses qui se passent dans ce pays. On vous redonne la parole, on va partager la parole. Monsieur Tiberino, quel est votre point de vue par rapport effectivement à Éric Zemmour, le fait qu'il soit à nouveau devant les tribunaux ce mercredi pour provocation à la haine raciale? Alors là, c'est plutôt dans le cadre d'une complicité avec la chaîne CNews. Évidemment, on ne peut que condamner les propos d'Éric Zemmour, qui souvent va dans les extrêmes. Concernant ce que vient de dire Hugo, moi je vais plus loin que lui. Moi ça me gêne en tant que citoyen énormément que quelqu'un qui a un casier puisse se présenter même à une élection locale. Donc je vais plus loin. Là où on va peut-être pas être d'accord, c'est que pour moi l'extrême droite est aussi dangereuse que l'extrême gauche. Hugo vient de parler de violence. Moi les violences que j'ai vues à Nîmes quand j'étais à la sécurité, c'était l'extrême gauche, c'était pas l'extrême droite. Désolé. Aujourd'hui la menace, ce n'est pas l'extrême gauche en France. Quand je vois les zadistes, tout ça, c'est dangereux aussi. Mais ceci dit... Vous êtes sûr ? Oui, oui, j'en suis sûr. Très bien. Ça, j'en suis sûr. Ceci dit, concernant Zemmour, j'ai l'impression que avec cette proposition de ton président, de ton secrétaire général, on veut éliminer Zemmour. Et il n'y a pas que Zemmour éliminé. Il y a tous les gens qui tiennent des propos racistes, et quel que soit le racisme. Même l'anti-blanc, parce que ça existe aussi. Là, vous reprenez une thèse d'extrême droite, monsieur. Non. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas aujourd'hui dans ce pays de manière systématique. Je suis quelqu'un qui habite à Pissevin et le racisme anti-blanc, il est quotidien. Tout le monde, il est quotidien, le racisme anti-blanc. Mais bon, ce ne sont pas des gens qui sont médiatisés comme Zemmour, c'est clair. Enfin, on revient à ta question, Abdel. Évidemment, je condamne fermement les propos d'Éric Zemmour.
Et est-ce qu'on doit lui interdire de se présenter à la présidentielle? Parce que la question, c'est surtout celle-là. L'interdire, lui, j'ai envie de dire non. À ce moment-là, il faut une loi, et si quelqu'un a un casier, il ne peut pas se présenter. Mais qu'on le vise lui systématiquement, je ne comprends pas. Nabil, quelle est votre position? Concernant donc Éric Zemmour, pour le coup, ce coup-ci, il va pouvoir être candidat puisque la loi ne pourra pas entrer en vigueur. Ne pourra pas entrer en vigueur. Donc concrètement, il va être candidat et rien ne peut l'en empêcher. Par contre, en ce qui concerne donc les futures lois, si elles sont adoptées, je souhaiterais effectivement qu'on ne puisse pas se présenter à une élection, quelle qu'elle soit, si on a un casier judiciaire. Puisque maintenant, on ne peut même pas devenir taxi, gendarme, greffier, dentiste, pharmacien. Il faut avoir un casier B2 vierge. Alors qu'on peut devenir maire et être officier de police judiciaire, donc disposer de l'argent public et être condamné et avoir un casier judiciaire. Donc c'est complètement pour le racisme, là vous parlez, quelle que soit la condamnation. Quelle que soit la condamnation. Et avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir, comme un fonctionnaire, si on veut devenir demain rédacteur dans une agglomération, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Moi, je voudrais réagir aux propos de M. Tiberino, car M. Tiberino dit qu'il soutient la proposition, mais il relativise aussi beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut prendre la mesure en France de ce qui se passe. La menace, ce n'est pas l'immigration, la menace, ce n'est pas l'islam, la menace, ce n'est pas l'extrême gauche. La menace est une extrême droite organisée, cohérente, avec des groupes violents qui, sur le terrain, avancent, et 2 candidats à l'élection présidentielle qui s'en revendiquent et qui imprègnent aussi les idées d'autres partis. Oui, mais Hugo, il y a bien des gens qui vont voter pour eux. Dans les sondages aujourd'hui, Éric Zemmour est annoncé au second tour. Alors ce soir un peu moins, puisque Marine Le Pen semble refaire un peu du terrain. Mais globalement, c'est compliqué de dire ce soir qu'il doit être interdit, qu'il n'a pas droit à la parole et que ces gens-là, finalement, n'apportent que de la haine. Il y a quand même des gens qui les suivent. La vraie question, je rejoins bien, la vraie question, c'est pas Zemmour, c'est pourquoi 14% des Français sont prêts à voter Zemmour. Ou des millions de gens qui le regardaient sur CNews. Après, il y a une opération politique qui est menée actuellement. Il y a un article du Monde aujourd'hui qui en parle avec Vincent Bolloré, qui ont mis en avant ces thèses-là, qui ont choisi de mettre en avant cette formation-là d'extrême droite, ces idées-là, et ça, c'est pas anodin. Oui, sauf que, on terminera là-dessus, bien évidemment que la chaîne CNews fait une énorme place à Éric Zemmour, sauf qu'aujourd'hui CNews a des audiences confidentielles par rapport à des chaînes comme TF1 ou France 2. Il faut le rappeler quand même. Ce n'est pas rien, une chaîne à grande écoute. Allez, on passe au deuxième sujet de ce soir. Est-ce que c'est une bonne idée que les politiques participent au rassemblement des supporters du Nîmes Olympique qui est annoncé pour samedi prochain à 16h sur le parvis de la Maison Carrée? Quelques éléments en images. Depuis plusieurs mois, la tension est vive au Nîmes Olympique. Une manifestation des supporters est organisée samedi à 16h à Nîmes devant la Maison Carrée pour protester contre les décisions du président Rani Assaf et les résultats sportifs catastrophiques depuis plusieurs mois. Comme révélé par Objectif Gare ce mercredi matin, le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier pourrait s'inviter à cette manifestation en compagnie de son premier adjoint Julien Plantier. L'opposant communiste Vincent Bouget pourrait être aussi de la partie. Est-ce une bonne idée de politiser le conflit entre Rani Assaf et les supporters ? Alors forcément qu'on va poser la question d'abord à Richard Tiberino, il est élu à la ville et à l'agglomération de Nîmes. Quelle est votre position sur le sujet? Parce que on a un peu l'impression, et je l'ai écrit donc je peux le dire ce soir, qu'il y a une position un peu schizophrénique de la mairie de Nîmes. Non, elle est pas... moi je rejoins la position de Jean-Paul Fournier, c'est-à-dire que le projet immobilier de M. Assaf nous a plu, puisqu'on l'a accordé. C'est sa politique sportive qui nous déplaît. Ce qui me déplaît aussi, c'est la manière dont vous posez la question. Est-ce qu'il faut politiser cette manifestation? Moi, je suis désolé, avant d'être un élu local, je suis un citoyen nîmois et un supporter du Nîmes Olympique. Oui, mais c'est un peu fort de café, monsieur Tiberino, parce que si le projet existe au départ, c'est que la ville, quand même, aurait pu demander des garanties. On pense notamment, il y a eu des discussions entre monsieur Assaf et monsieur Fournier quand le centre de formation a perdu l'agrément. Là, la ville aurait pu sévir et ne... Eh bien, dans le bureau de Jean-Paul Fournier, Rani Assaf a dit « je garderai le centre de formation ». Après, il n'a pas tenu sa parole, d'où la colère de Jean-Paul Fournier. Se baser sur une parole comme ça. C'est maintenant de les voir manifester contre la politique sportive de Rani Assaf, ça paraît un peu schizophrénique. Vous y serez, vous, samedi? Non, parce que pour des raisons familiales, je ne pourrais pas y être. Mais si jamais j'y avais été, je ne serais pas allé avec mon écharpe tricolore. J'y serais allé parce que depuis tout petit, je suis le Nîmes Olympique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais là, M. Fournier ne peut pas y aller en tant que supporter du Nîmes Olympique. Ah ben, s'il est présent, c'est un acte fort en même temps. C'est un acte fort. C'est un acte fort. Mais je ne sais pas s'il sera présent. Hugo, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est assez
étrange que Jean-Paul Fournier s'y rende. C'est comme s'il n'avait pas de responsabilité dans cette affaire et comme s'il ne jouait aucun rôle. Jean-Paul Fournier est maire de Nîmes. Depuis des années, il suit ce projet. Depuis des années, il suit le Nîmes Olympique. C'est lui qui a accordé le permis. C'est lui qui a décidé de livrer tout un secteur de la ville à Rani Assaf, au privé. Et aujourd'hui, si Rani Assaf a du pouvoir et a de la légitimité, c'est parce que la mairie lui a accordé tout et a lâché sur tout. Donc je trouve ça assez étonnant que certains élus y aillent. C'est peut-être juste des pratiques politiques. Bon, c'est du pain béni pour Vincent Bouget aussi, en tant que principal opposant. C'est bien d'y aller. Il y sera d'ailleurs. Ah ben, c'est une occasion à ne pas rater. Vincent Bouget a fait des propositions, mais moi je me souviens d'un conseil municipal de Nîmes, qui est quand même l'instance légitime où se déroulent les débats politiques, où Vincent Bouget a voulu intervenir sur la question du Nîmes Olympique. Jean-Paul Fournier lui a coupé les micros et en dit non, on ne parle pas du Nîmes Olympique ici. Alors où est-ce qu'on parle du Nîmes Olympique si on n'en parle pas au conseil municipal? C'est une vraie question. Non, mais M. Bouget voulait intervenir sur le projet immobilier. Le projet immobilier, on l'a validé et on ne le renie pas. C'est la politique sportive, la politique envers les supporters. Un exemple, mon cousin Patrick Chiang, qui est quand même un ancien de Nîmes Olympique, me demande des fois des places pour pouvoir entrer. Ils n'ont même pas des places gratuites. Ceux qui ont fait Nîmes Olympique, ils ne peuvent même pas rentrer au stade. Quel impact vous pouvez avoir, à part manifester sur la politique sportive? Vous pouvez rien changer, la ville. Qu'est-ce que vous allez pouvoir concrètement Vous avez signé le permis de construire. Quelle pression vous pouvez mettre à Rani Assaf? On est d'accord. Arrêtez de remettre ça. C'est que la politique sportive et envers les supporters. Mais comment vous lui mettez la pression pour qu'il investisse davantage, pour je que pense ça change? Je pense qu'il faut trouver un nouveau président. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui, mais la ville ne peut pas dire monsieur Sarr, partez, on met quelqu'un. Ah ben non, oui, mais la ville... Il y a une négociation en tout cas qui pourrait se faire. Je pense que, voilà, de toute façon, il y a... Les discussions, je ne sais même pas comment M. Assaf commencé. peut tenir avec la pression qu'il y a. Mais grâce à vous. Mais non. Mais non. Oui. Mais non. C'est vous qui avez donné votre position Mais ma position sur ce sujet. Ma position sur ce sujet, c'est effectivement donc... il a une politique vraiment envers les supporters et envers le club et envers les entraîneurs et les joueurs et les supporters qui est insupportable. En même temps, on peut lui reconnaître le fait d'avoir mis de l'argent et d'avoir injecté de l'argent sur un projet où il ne gagne pas. Pas sur le volet. Il y gagne. Non, pas sur le volet. Sur le plan sportif, je peux vous garantir qu'il perd de l'argent. Il perd beaucoup d'argent. Globalement, il y gagne. Non. Peut-être il va se rattraper sur le futur projet immobilier. C'est le cœur de son projet. C'est le cœur de son projet, effectivement. Et en même temps, on peut lui reprocher d'avoir une politique envers les joueurs, envers encore une fois les supporters, qui est vraiment déplorable et qui a que l'argent qui l'intéresse. Mais il a investi son argent. Et tant qu'on ne trouvera pas une personne qui est capable d'investir et de venir injecter de l'argent frais, on ne pourra que subir. Et pour revenir à la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, par exemple, que le maire de Nîmes soit présent? Oui, pour faire une pression, ça peut être un moyen de mettre une pression sur Rani Assaf. Mais je ne pense pas qu'il soit vraiment sensible à ce genre de considération. Je pense pas non plus. Mais le maire de Nîmes avait des moyens de faire pression. Oui, on est tous d'accord que je pense que ça lui en fait bouger une. Il aime mieux Jacques Chirac. Hugo, qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Sans vous en prendre qu'à la ville de Nîmes. Parce que le sujet ce soir, c'est aussi le regard politique de la majorité, bien entendu, mais également de l'opposition. Oui. Là-dessus, l'opposition a proposé, le groupe Nîmes Citoyen à Gauche, conseil municipal, a fait un travail de fond avec des propositions dans le cadre de la concertation par rapport au nouveau stade. Mais moi, je trouve assez étonnant de la part de la majorité municipale de déconnecter complètement un projet qui va brasser 250 millions d'euros avec des profits à la clé et le projet de sportif. Rani Assaf, c'est la même personne qui mène ces deux choses-là du même élan. Mais est-ce qu'il peut d'ailleurs mener son projet sportif s'il n'est plus à la tête du Nîmes Olympique? C'est des vraies questions. Son projet immobilier, pardon. J'ai dit sportif, je crois. Mais est-ce qu'il peut les mener? Est-ce que, clairement, il peut la dire... SAS Nemo est une entité à part du Nîmes Olympique et que le Nîmes Olympique va louer le stade à la SAS Nemo. Donc, sur le papier, je pense que c'est la majorité municipale avait la possibilité de faire une ZAC comme elle a fait au Mas-Lombard sur le nouveau quartier. Elle avait la possibilité d'avoir des clés sur ce quartier-là, sur cette question-là. Et aussi des points de pression sur Rani Assaf. Mais elle n'a pas choisi de le faire. Est-ce que vous allez manifester samedi? Oui, je serai présent, je pense. On aura l'occasion d'en reparler et de ce projet immobilier. Je crois que ça va prendre quelques années maintenant. Allez, pour terminer, je vous propose de parler du fameux « quoi qu'il en coûte », cher à Emmanuel Macron, plus précisément du prêt garanti par l'État. Pour bien comprendre, c'est quelques explications en images. Au plus fort de la crise sanitaire, l'État n'a pas hésité à sortir son carnet de chèques et pour faire face, les entrepreneurs ont pu notamment bénéficier des prêts garantis par l'État. Il est désormais l'heure de passer à la caisse
La douloureuse risque de faire mal et va mettre bon nombre d'entrepreneurs sur la paille. Pourtant, ces prêts ont été accordés parce que les entreprises françaises n'avaient pas d'autre solution pour régler leurs échéances. Pourquoi aujourd'hui exiger un remboursement sans condition ? Les entreprises ne sont pas responsables de la crise sanitaire, faut-il donc rembourser les prêts garantis par l'État ? On va d'abord poser la question à Nabil. Oui. Bien évidemment, il est chef d'entreprise, Nabil. Quelle est votre position par rapport à ce prêt garanti par l'État qu'il va falloir rembourser ? Alors, on rappelle, il a été décalé d'une année. Tout à fait. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé qu'il allait être à nouveau Reporté d'une décalé de 6 mois. Mais en juin 2022, il va falloir passer à la caisse. Tout à fait. Alors moi, je suis pour le fait qu'il faille rembourser le PGE. Parce qu'il y a eu des aides en même temps. Ils ont octroyé des aides et les aides, on n'avait pas à les rembourser. Donc les entreprises qui étaient en difficulté ont reçu des aides, celles qui ont perdu un certain chiffre d'affaires. En ce qui concerne un prêt, moi je pense qu'une entreprise elle doit être gérée en bon père de famille, comme on gère un budget à la maison. Et donc c'est un prêt. Alors je pense qu'on peut le retarder, qu'on peut l'étaler, mais à un moment donné, il va falloir... Vous avez contracté Oui, moi j'ai PGE, pris un PGE, tout à fait, oui. Et vous allez commencer à le rembourser À hauteur de 25% du chiffre d'affaires. Donc, et ce PGE, vous l'avez utilisé dans quel cadre ? C'était pour payer Pour vos recruter- échéances, pour les loyers ? non, c'était pour recruter une personne et pour dynamiser votre activité ? l'activité. Et donc, moi, je pense que je vais Parce le que ce rembourser. PGE a quand même été utilisé par beaucoup d'entreprises Tout à aussi pour pouvoir subvenir Mais ça a été aux vraiment- différentes échéances. Ça a été vraiment bénéfique pour redynamiser. Après, je pense qu'il faut vraiment le rembourser parce que c'est un prêt, encore une fois, et que ça a permis à des boîtes de pouvoir continuer. Et il y a 100 000 à peu près entreprises, mais il y a plusieurs entreprises qui pensent ne pas pouvoir le rembourser, ce prêt, qui sont vraiment en difficulté. Je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Parce que sinon, il va y avoir des défaillances d'entreprises, hein, Tout à ça fait. c'est sûr. Hein. Hugo, quelle est votre position ? Je pense qu'il faut que la question du remboursement des aides aux entreprises, c'est une chose, mais ça pose la question en elle-même des aides aux entreprises, parce qu'il n'y a pas que pendant la crise sanitaire qu'il y a des aides qui sont versées, même si là, il y en a eu beaucoup. Il faut regarder au cas par cas, et évidemment, s'il y a des entreprises qui risquent de péricliter et de licencier, il faut trouver des solutions, et c'est à l'État de le faire. Et là, on voit aussi que l'État peut jouer un rôle dans l'économie, dans les grandes crises. Et cependant, je crois qu'il y a aussi la question de la conditionnalité des aides. Si les aides, c'est pour embaucher, si c'est pour développer, c'est très bien, même si c'est pour soutenir l'activité économique. Mais il y a aussi des entreprises, notamment des très grandes, qui s'en sont servies pour licencier. Et ça, c'est pas possible sur le plan social. Pareil sur le plan écologiste. On parle bien du prêt garanti par l'État. On n'est Oui, pas en train oui. de parler des autres aides. Hein. On parle bien du prêt garanti Bien par sûr. l'État pendant la période de crise sanitaire. Hein. Mais la question de la conditionnalité se pose aussi pour ces prêts-là. Les conditions, elles étaient déjà là, parce Elles que étaient beaucoup déjà là. d'entreprises étaient fermées. Et Tout à fait, c'est il pas fallait- le chef d'entreprise ou l'entreprise qui doit subir une crise sanitaire ou une pandémie. Bien sûr, mais ces prêts-là vont servir à l'activité économique de l'entreprise et il faut des conditions aussi sur son utilisation. Et comme je dis, c'est un grand groupe, il y a eu des dérives, je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, mais il faut quand même avoir un regard, je crois, plus poussé sur l'utilisation de ces prêts comme ces aides. Monsieur Tibérino, si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous feriez pour les entreprises ? Alors déjà, surtout pas, je ne veux pas être à sa place, mais je suis d'accord à 100% avec Nabil, c'est peut-être parce qu'il est chef d'entreprise et je l'ai été. Un prêt, c'est un prêt. Donc un prêt, ça se rembourse, d'autant que si les entreprises ne le remboursent pas, qui va le rembourser ? Le citoyens. contribuable. Donc, Oui, il y c'est a bien. une enveloppe de 140 milliards au bout quand même. Voilà. Donc, par contre, c'est là où je rejoins Hugo, pardon, excuse-moi. C'est que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'emploi. C'est pas que l'entreprise. Moi, pourquoi je défends les entreprises ? Parce que les entreprises créent de l'emploi. Donc, si des entreprises sont vraiment au bord du gouffre et qu'il va y avoir des licenciements, donc il faut traiter les dossiers au cas par cas, et ça serait le rôle de la préfecture, de chaque département. Parfait, merci à tous. Tu voulais rajouter quelque chose, Hugo ? Non, mais je regrette au niveau... M. Tibérino a dit qu'il était d'accord sur la question du regarder au cas par cas, mais est-ce qu'il est d'accord sur les conditions de versement des aides aux entreprises ? C'est de convertir M. Tibérino au communisme. Oh, ben, Alors là, il y a du boulot. Il y a du chemin à faire. Pour qu'un pied noir devienne communiste, il y a Ça, du c'est- boulot. Bon, ça ne vous empêche pas de répondre à la question d'Hugo. Oui, mais sa question n'est pas la tienne, c'est une autre. Ce sont les aides aux entreprises. Moi, quand je vois les conseils régionaux aider certaines grosses entreprises à s'implanter, comme Toyota ou des machins comme ça, et que 3 ans après ça ferme, évidemment, je suis comme toi, scandalisé.